Madame, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir dans le cadre des regards sur les communes. Regards sur les communes, nous le disons, est entièrement dédié aux collectivités territoriales décentralisées. Ce soir, un sujet nous intéresse, vous intéresse également. Nous parlons de l'acte 2, du thème que nous avons commencé la semaine dernière, agriculture et emploi. Que peuvent les collectivités territoriales décentralisées? La question est bel et bien posée. Ce soir, nous essaierons d'apporter des esquisses de réponse sur cette thématique. En tout cas, Marcel Dieudonné Dikoum Baï Gomok est déjà dans ce studio. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ingénieur de maintenance en agroalimentaire. Vous êtes également un industriel et accompagnateur des promoteurs industriels, chef d'entreprise, il faut le dire. Merci de nous rendre visite ce soir. En attendant peut-être le second invité sur ce plateau, on va prendre tout de suite la première orientation, écho des collectivités. Regroupé plus de 500 exposants. Une première édition du Forum économique Invest in Sadaga, organisée les 27 et 28 mars dernier à EDEA, et dont la conférence de restitution de cette rencontre a eu lieu ce 6 avril 2026 à Douala. L'initiateur a plaidé d'ailleurs pour la mobilisation des ressources, d'expertise spécialisées et des partenariats capables d'accélérer la transformation économique du département. Il faut dire que c'est une première édition qui devrait servir de point de départ à une dynamique plus large selon les organisateurs de ce forum. On rappelle également que, outre la Sadaga maritime, les communes de Djeng, dans l'Oignon et Somme, Banga, je crois, dans Dokunki et Méri, doivent servir de terrain d'expérimentation pour cette approche avec pour objectif de démontrer qu'une stratégie territoriale mieux structurée peut produire des effets concrets sur l'investissement et l'emploi. Il faut également préciser que le programme prévoit un accompagnement en marketing territorial et en gouvernance afin d'aider les collectivités à mieux identifier leurs atouts, hiérarchiser leurs priorités et transformer leurs ambitions en projets finançables. Voilà ce qu'on peut dire sur cette actualité. En tout cas, M. Dikoum, le forum Invest EDEA visait en principe à attirer des investisseurs dans le département de la Sadaga maritime et pour créer une économie locale. Je crois que des projets de ce type doivent susciter l'intérêt de plusieurs collectivités. Oui, absolument. Vous savez, l'un des piliers, comme nous l'avons vu la dernière fois, c'est la promotion de l'investissement dans les CTD. Et il est important que les dirigeants, notamment les maires, puissent organiser ce genre de forum-là pour vendre leur territoire et les atouts que ce territoire regorge. Et ça va en droite ligne dans ce que nous allons voir tout à l'heure. On va noter que le Forum Invest in Sadaga 2026 réunit d'ailleurs, a pu réunir quelques investisseurs, les PME, institutions et porteurs de projets pour structurer l'investissement local, créer des emplois et durables et bâtir une économie territoriale inclusive. C'était l'objectif d'ailleurs de cette affaire-là qui a donné lieu les 27 et 28 mars dernier à EDEA. Donc, les résolutions ont fait l'objet d'une restitution le 6 avril dernier, ici même à Douala, où d'ailleurs le promoteur a dû plaider davantage pour que de telles initiatives sollicitent davantage des appuis
c'est parce que c'est par là, forcément, que le développement des localités y viendra. Comme la deuxième information à retenir, c'est tout simplement les journées communales de l'arbre. On retient que 16 communes camerounaises ont participé d'ailleurs à cette opération. C'était du 2 mars au 31 mars 2026 pour promouvoir la gestion durable des ressources, on va dire forestières, parrainées donc par le ministère des Forêts et de la Faune, je crois, et mise en œuvre par l'OCID, Interprofession Anne Consulting au Central Africa, en abrégé SIDICA. Ces assises d'ailleurs ont connu, on va dire, cela a connu une autre innovation cette fois-ci. Il s'agit là de lutter fortement contre la déforestation. Cette initiative qui était la toute première et qui a visé 16 communes au départ pourra s'étendre sur l'ensemble, pourquoi pas. En tout cas, voilà tout ce qu'on avait pour vous donner dans le cadre des échos des collectivités. En prenant une légère transition, nous revenons pour la thématique qui nous intéresse. Monsieur Likoum, la semaine passée, nous avons commencé cette thématique agriculture et emploi que peuvent les collectivités territoriales décentralisées. On a essayé d'expliquer ce que c'est que de l'agriculture, comment les emplois peuvent y souvenir, mais sauf que là, la thématique, on avait l'impression de l'avoir pas achevée. Dans son acte 2, on va entrer dans des cas concrets pour voir de façon concrète comment les procédures peuvent être faites pour non seulement créer la dynamique dans les collectivités territoriales décentralisées, créer de l'emploi à travers l'agriculture. Alors, on va constater avec vous, d'ailleurs, vous êtes notre expert, il faut le constater. Si nous considérons d'ailleurs que les communes jouent un rôle clé, on va le dire, dans la création d'emplois agricoles, en soutenant non seulement la modernisation des exploitations familiales, les transformations locales des produits et surtout la formation de jeunes, il serait peut-être plus intéressant de savoir comment elles peuvent s'y prendre, Monsieur Likoum. Oui. Tout en évoquant quelques cas palpables. Tout à fait. Il faut d'abord qu'on évoque la douleur. La douleur, c'est quoi? C'est que nous avons des milliers de jeunes sans emploi dans nos métropoles. Si nous prenons le cas de la ville de Douala, et même celle de Déa qui est à côté, on a des milliers de jeunes qui sont sans emploi, pendant que les marchés sont en manque de produits agricoles. Et cette situation-là, c'est vraiment une douleur. Ce n'est pas un problème de manque de terre, ce n'est pas un problème de climat, c'est un problème d'organisation. Et le diagnostic est clair. Aujourd'hui, l'agriculture souffre de 4 faiblesses. Il y a la production qui est dispersée, on a l'absence de planification, on a les difficultés d'accès dans les marchés et enfin, on a une faible structuration des jeunes. Résultat, on produit, mais on n'a pas assez d'argent, on travaille et on reste dans la précarité. Et donc, ce système ne crée pas des agriculteurs, mais il fabrique la précarité. Maintenant qu'on a posé le diagnostic, maintenant, quelle est la prescription que nous pouvons apporter à cela? Et justement, ça rejoint la question que vous me posiez de savoir que peuvent faire les collectivités territoriales décentralisées. Ben, nous allons vous présenter un modèle. Il y en a plusieurs et il y a plusieurs variantes. Mais nous allons présenter un modèle qui est simplifié. Nous proposons un modèle simple et opérationnel. C'est-à-dire que nous prenons 100 hectares que nous mettons à la disposition de 100 jeunes. 100 hectares. 100 hectares. C'est-à-dire que chaque jeune a 1 hectare qu'il exploite. Ça fait 100 jeunes. Ça fait 100 jeunes. Oui. Un jeune, 1 hectare. Oui. 100 hectares.
Et chaque jeune a 1 hectare. Mais il faut dire que ce jeune-là n'exploite pas cet hectare tout seul. Il est inséré dans un bloc de 10 hectares. C'est-à-dire que sur les 100 hectares, on divise ces 100 hectares en 10 blocs. Et ces 10 blocs-là, dans chaque bloc, bénéficient d'un encadrement technique permanent, d'une planification de culture et enfin de la centralisation des ventes. Donc, pour me résumer, le bloc de 10 hectares, il y a toute une équipe technique qui suit en permanence ce bloc-là, et chaque jeune s'occupe de son hectare. Mais l'encadrement est sur les 10 blocs. Une fois qu'on a mis en place cela, on n'est plus dans l'agriculture individuelle, on est dans une entreprise agricole. Et cette entreprise agricole, elle est encadrée effectivement par cette cellule-là au sein du CTD qui s'occupe justement de ce projet agricole. Comment ça marche? D'abord, parlons du système de production. Chaque hectare est structuré intelligemment. C'est-à-dire qu'on va prendre 40% de l'espace qui va être consacré aux cultures rapides, notamment le piment, les légumes, la tomate. 30% vont être consacrés aux cultures intermédiaires, notamment le maïs, l'arachide, et 30% aux cultures durables. Nous pouvons citer le manioc, nous pouvons citer la banane plantain. Et une fois qu'on a fait ça, quel est l'avantage de cette structuration? C'est que nous aurons des revenus hebdomadaires, des revenus mensuels et des revenus annuels. Ça fait que sur le plan de la trésorerie, on pourra être capable de suivre, de prendre en charge tous les besoins, notamment les salaires et autres. On n'attendra pas la fin de la saison, puisque les rentrées sont permanentes. Une fois qu'on a dit ça, nous passons au deuxième volet, qui est le volet de la commercialisation. Donc nous passons du système de production au système de commercialisation. Vous savez, le plus important, ce n'est pas de produire, le plus important, c'est vendre. Qu'est-ce qu'on vend? Il faut bien avoir le produit pour qu'il soit vendu. Il faut déjà d'abord avoir le produit pour qu'il soit vendu. Qu'est-ce qu'on vend? C'est la question qu'on va se poser. On vend quoi? On vend quoi, justement? Ouais. C'est le marché qui commande la production. Le marché a besoin de quoi? Le marché a besoin de quoi? Et une fois qu'on a les besoins du marché, on peut lancer la production. Parce qu'on est sûr que quand on va produire, on va vendre. Donc, on ne produit plus au hasard. Nous produisons pour le marché. Qu'est-ce que ça crée dans la plus-value? Parce que vous êtes en train de définir un chemin de quelqu'un qui veut faire qui a un projet agricole à faire, par exemple. Oui. Il faut vendre. Et maintenant, comment ces projets sont encadrés par les collectivités? C'est ça qui est important. Qui fait ça? Est-ce la collectivité qui prend ça en charge? Est-ce une structure qui est en collaboration? Est-ce les collectivités qui cherchent des partenaires? Disons que c'est un peu ça qui est important. Dans notre schéma, le modèle que nous proposons, oui. La commune a la capacité de sécuriser les terres, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, elle crée en son sein une structure qui pilote ce projet agricole, avec un ingénieur agronome, des techniciens, et puis des ouvriers spécialisés dans les domaines.
Et il pilote ça sous la supervision du maire. Et l'avantage dans ce processus-là, c'est quoi? C'est que comme on était en train de voir, la structure, la mairie a une entrée secondaire. C'est-à-dire que le résultat de cette production-là vient au niveau des comptes de la mairie. Je vais vous suggérer de suivre un peu cette mise en condition. Parce que je voudrais un tracé clair. Parce que quand on va dans tous les sens, finalement, on ne dit plus rien. Quand on parle d'un processus, il faut qu'on regarde comment il va, où est-ce qu'il chute, comment il peut être entretenu, quels sont les pôles d'emploi qui peuvent être dégagés, qu'est-ce que ça peut susciter dans la société. Voilà l'intérêt. C'est pour ça que nous parlons d'agriculture et emploi. C'est-à-dire qu'on cherche un lien entre les deux. Je vous suggère de suivre ce premier reportage qui nous montre là. On a environ 3000 emplois créés dans le secteur agricole par le projet AgriJob Booster Chat. Je vous suggère de regarder ça et nous revenons juste derrière. Donc des projets qui sont dans le domaine agricole sont des projets vraiment porteurs. Parce qu'avec la croissance démographique, il y aura toujours ces besoins-là pour l'alimentation. L'agriculture est l'une des solutions. Nous sommes à plus de 2800 jeunes, 1000 des entrepreneurs agricoles, plus de 2000 qui sont des travailleurs agricoles en fait. Le Tchad est un pays à vocation agricole. Nous avons, en termes de potentialité agricole, avec des ressources énormes en eau, que ce soit des eaux de surface ou bien des eaux souterraines et tout. Aujourd'hui, nous n'utilisons même pas 10% de notre potentiel agricole. Oui, Mindogonda, Gulenga, Colando, Mindobonida, Jogo Are, Jagi to Basaji Mindobunda, Jogsilim Bata, Nicola Jagi Jakingagam Bara Nicola, Lili Mbakarenja, Majiliba, Godo, Piao Jog, Agodo Dang Turlitonda, Are, Nijogi Jogoido, Donanglitonda, Lugu, Akuji Nijida, Jenga, Kadukule, Majayanto, Luguni Liba, Nijogi to Are, Basaji Mindogu Nitonda, Dejine Docolando, Dile Yanto. AgriJob Booster, c'est un projet mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat public-privé. 5 qui sont directement membres du consortium. Il faut d'abord que les gens puissent développer des compétences dans l'entrepreneuriat. Nous faisons un business development, de développer leur entreprise agricole. Ils forment également sur tout ce qui est économie circulaire. Nendo dindo sile kerele jawda jardin le beba, mais dindo si lo compose je. Dindo si lo manager to gu bai gi jatu ga kulu. To ji si le je le da gu to gu ne da sanje da je jardo formation du delia ma moto ne gi sanje sen am de banito. Dindo si ne gwa do manager la se sigi a bai ba to kai tracé da yi da ne je kene di keme nga boji da ne to gu ye gwa do kede gu do le ba. Nous avons plus de 2800 jeunes qui sont actifs sur plus de 35 sites. Au-delà de ça, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont accès à des espaces pour cultiver. Ces femmes-là dirigent des entreprises agricoles, de participer dans la prise de décision. Quelqu'un qui nous dit que peut-être qu'avant, il avait du mal à avoir 35 000 francs le mois et aujourd'hui, il a des revenus de 200 000 francs, revenus mensuels de 200 000 francs. Pour nous, c'est un impact énorme sur lequel nous capitalisons. Et si nous réussissons à créer sur place des opportunités pour leur permettre de gagner décemment ou d'avoir des emplois dignes, c'est sûr que ces personnes n'auront pas besoin d'aller ailleurs. Donc moi, j'estime que créer des opportunités sur place pour donner un pouvoir économique aux gens peut les aider à rester sur place et puis voilà, développer leur village ou bien leur communauté.
Très bien. Vous avez donc suivi cet élément. Alors, monsieur Likoum, on sait que la création d'emplois agricoles par les communes repose sur des stratégies de dynamisation territoriale. Il faut dire d'ailleurs que c'est une stratégie de dynamisation territoriale qui va au-delà même de la simple production, parce que vous semblez vous concentrer tellement sur la production que on se demande bien si c'est effectivement l'essentiel. Les communes doivent agir comme des facilitateurs en structurant des filières locales et en soutenant l'entrepreneuriat local. Mais pour cela, quels sont les leviers d'action sur lesquels les communes devraient s'y appuyer? Oui, peut-être que je ne me suis pas fait bien comprendre. Le modèle que nous proposons ici... Laissez ce modèle, on est déjà en train d'avancer. Nous allons revenir sur ce modèle. Mais avançons. Quels sont les leviers d'action sur lesquels les communes devraient s'y apaiser pour faire décoller réellement non seulement la production, mais également la création d'emplois? Qu'est-ce qu'il leur faut dans un premier temps? Il faut déjà une organisation. Parce que les communes ne peuvent pas travailler sans organisation. Et la première organisation, déjà, c'est mettre en place une structure qui permet d'encadrer et au besoin même promouvoir l'incubation. Ça, c'est dans le cahier, ça, c'est dans le feuille. Maintenant, de façon palpable, physiquement, qu'est-ce qu'il leur faut concrètement? Quand on sort du levier des feuilles, c'est-à-dire que quand on sort du levier des feuilles, c'est justement à ça que je suis en train d'aller. Vous ne me laissez pas développer. Oui. La commune a cette facilité déjà de sécuriser les terres. Là, c'est déjà un point. Elles ont la facilité... Il faut obtenir les terres et les sécuriser en allant vers le foncier. Voilà, en allant vers le foncier. Oui. Il faut préparer ces terres-là pour l'exploitation. Et donc, de l'autre côté, il faut promouvoir l'incubation, c'est-à-dire que la formation de ces jeunes, et une formation terrain. C'est pour ça que nous parlions déjà d'installer déjà les jeunes sur un terrain qui est déjà préparé, viabilisé, et accompagner ces jeunes-là sur ce terrain en les amenant à produire et en évaluant justement cette production-là. Une fois que ces jeunes-là commencent à produire, on voit les résultats. Parce que là, nous avons vu que sur 100 hectares, comme je disais tantôt, on est capable de générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 à 800 millions par an. En vendant. On dégage combien d'emplois? Et les jeunes, en termes d'emplois, on dégage quel chiffre? 100 emplois déjà directs pour les jeunes qui travaillent. Et si on compte aussi l'encadrement, on se retrouve à peu près à 130, 140 employés pour cette zone de 100 hectares-là. Et les jeunes pourront avoir des revenus allant de 100 à 300 000 francs. Et ça, c'est important parce que à ce moment-là, on n'est plus dans le social, on est dans la production économique. Parce qu'une fois qu'un jeune peut sécuriser, une fois qu'un jeune peut sécuriser 100 à 300 000 francs, il va chercher quoi ailleurs? Et si nous allons multiplier justement ça à l'échelle d'une région, on va se retrouver avec 1000, 10 000 emplois créés. Et ça sécurise pratiquement toute une région. Mais sauf qu'il y a comme un désintérêt sur cet aspect. Qu'est-ce qui fait en sorte que, même au niveau des collectivités territoriales décentralisées, on ne trouve pas assez des responsables qui boostent l'agriculture? On ne trouve pas les responsables qui boostent l'agriculture parce qu'on n'est pas organisé. On n'a pas de projets structurés. Parce qu'une fois qu'on a structuré un projet, et que vous avez un projet qui vous rapporte des bénéfices annuels de l'ordre de 500 millions, tout le monde court pour... et ils ont des projets structurés ailleurs, mais pas dans le domaine de l'agriculture. C'est quand même ça qui est surprenant. Oui, mais le drame, c'est que, justement, on ne mesure pas assez l'input des projets agricoles.
Parce que les projets agricoles, comme celui de 100 hectares dont je parle ici, déjà à 25%, au-delà de 25% de l'exploitation, elle est déjà rentable. Et au-delà de 25%, elle est déjà rentable. Donc, c'est des projets qui sont très rentables, pourvu qu'on ait une organisation assise, c'est-à-dire que l'encadrement technique qui soit là, une structure de commercialisation, comme on a vu, et de l'autre côté, pour peu qu'on apporte, on met en place une structure de transformation, on double ou on triple même les revenus. Et c'est important que les CTD puissent avoir ce genre de projet-là qui les projette. Parce que les jeunes ne fuient pas l'agriculture. Ce que les jeunes fuient, c'est la pauvreté. Dès que les jeunes sont sûrs qu'ils ont un emploi qui est sécurisé, ils ont des revenus qui sont garantis, ils n'ont rien d'autre à faire qu'à suivre ce processus-là. Et autre chose, là nous avons vu un processus qui est simple. Et ce processus-là, on peut encore l'améliorer dans le sens de passer à l'essaimage, c'est-à-dire qu'en installant ces jeunes-là comme des fermiers, dans un premier temps, ils travaillent dans la structure de la commune, et au fur et à mesure qu'on évolue, au bout d'1 an, 2 ans, on choisit les meilleurs et on les installe dans des terrains que la mairie a préparés. Ça peut être 1-2 hectares pour chacun. Dans la première année, on va avoir 20, après 30, après 40 jeunes qui vont s'installer à leur propre compte. Et la mairie va sécuriser leur vente. Donc ils n'auront qu'à produire et la mairie, c'est-à-dire la structure qui est mise en place, va se charger de la commercialisation. C'est typiquement l'organisation que nous avons dans les agro-industries qui sont dans nos régions. Mais il faut que les mairies s'organisent dans ce sens-là. Très bien. Il faut, quand on vous entend, il faut que les collectivités parviennent à transformer l'agriculture, ça c'est vrai, en un moteur de développement économique durable, de façon claire. Mais en s'engageant dans des actions telles que, on a dit quelques-unes tout à l'heure, l'appui à la transformation locale, la structuration des filières, le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, la modernisation, vous avez même parlé de la formation, l'agriculture. Mais là, il y a un secteur, l'agriculture urbaine et périurbaine. Mais là, on a comme l'impression qu'il y a des pôles, des axes sur lesquels on pourrait bien s'intéresser, mais qui demandent aussi un peu trop, et qui sont un peu trop pénibles. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait en sorte que nos maires qui arrivent là n'envisagent pas avoir des projets agricoles? Ben, je vous ai parlé d'organisation. Tout est au niveau de l'organisation. Parce qu'un projet comme celui que je vous présente, c'est pratiquement 480 millions. Vous allez me dire qu'on va trouver 480 millions où? Mais dès que vous avez un projet comme celui-là, que vous présentez à des financiers, que ce soit des banques, que ce soit des ONG, que ce soit des financiers privés, où on a des bénéfices de l'ordre de 500 millions par an, des projets rentables dès la première année, vous avez des financements que vous levez facilement. Et quand je parle d'organisation, c'est la mise en place de tout ce qu'il faut pour produire de manière correcte. Très bien. Dans les bonnes pratiques. On a suspendu un peu un pôle de votre exemple que vous étiez en train de prendre là. Oui. Je vous suggère de poursuivre un peu avec cet exemple pour que les téléspectateurs qui nous suivaient puissent déjà avoir même une trajectoire concrète sur comment on peut mettre sur pied un projet agricole. L'eau maturée et arriver jusqu'à son terme. Tout à fait. Donc, vous poursuivez avec votre exemple que vous avez pris tout à l'heure. Oui. Je disais tantôt que une fois que nous avons nos 100 hectares... 100 hectares. Oui. C'est-à-dire que chaque jeune a un hectare. Ça veut dire qu'on a 100 jeunes. On a 100 jeunes oui. qu'on déploie
sur le terrain et avec un encadrement. Et le jeune ne va adéquat. pas travailler seul dans un hectare, là. Dans son hectare, là, il ne travaillera pas seul. C'est pour ça que je vous ai être dit, 2 ou 3. c'est pour ça que je vous ai dit que on va structurer la superficie en morceaux de 10 hectares. C'est-à-dire on va avoir des blocs de 10 hectares. Mais pourquoi il ne faut pas prendre ça en morceaux d'1 hectare une fois, puisque chaque jeune a 1 hectare, et qu'on coupe ça en morceaux d'1 hectare? Après, sécuriser ça en morceaux de 10 hectares encore, ça veut dire que vous allez assembler 10 jeunes pour travailler dans les 10 hectares. C'est-à-dire qu'on va faire des blocs de 10 hectares Oui. qui vont être suivis au même moment par les mêmes encadreurs. Et il y a des travaux qui vont être faits par les groupes de 10 jeunes. Mais chacun sera responsable de sa parcelle. Mais est-ce que vous trouvez un jeune en train de travailler sur 1 hectare tout seul? Oui, pourquoi pas? 1 hectare, C'est quand même assez vague, c'est 10 000 mètres carrés, c'est assez vague. 1000 familles. Hein. C'est 10 000 mètres carrés. Oui. C'est assez vaste. Il faut dire que quand nous parlons de 100 hectares, on ne va pas défricher à la machette. C'est-à-dire qu'on va avoir des engins qui vont déjà faire de la préparation du terrain. Mais si chaque jeune a déjà 1 hectare, on peut même défricher. Ça veut dire qu'il a son hectare à défricher à la machette. Il peut se faire accompagner par 2 ou 3 personnes. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que dans le cadre de ce projet, pour faciliter l'insertion des jeunes, on facilite l'ensemble des travaux pénibles. C'est-à-dire que dans la réalisation du projet, on met en place tous les engins qui sont nécessaires pour déblayer, pour sacler, etc., etc. Donc on donne aux jeunes des parcelles qui sont déjà viabilisées. Et ce qu'il leur reste à faire maintenant, c'est le suivi de... Mettre en valeur. Oui, la mise en valeur. Et justement, une fois que ces jeunes-là ont ces parcelles-là qui sont déjà préparées, ils ne sont pas confrontés à la pénibilité du travail. Premièrement. Et deuxièmement, ils commencent déjà à goûter aux fruits de l'agriculture. Parce que quand on commence déjà à avoir du gain, on est motivé à continuer, quelles que soient les difficultés qu'on va rencontrer après. On est préparé, on est paré. Donc, je disais tantôt que dans cette logique-là, on a une structure de commercialisation, c'est-à-dire que les jeunes ne se soucient pas à comment est-ce qu'on va vendre. Parce qu'il y a toute une structure commerciale qui s'occupe de la recherche des marchés, de placement des produits, etc. Bien évidemment, dans le cadre de l'incubation et de la formation qu'on donne aux jeunes, on va leur apprendre les techniques de vente, les techniques de négociation. Mais on ne les met pas là-dedans dès l'entame. Voilà. Et donc, je disais tantôt que ça, c'est des projets qui sont extrêmement rentables. Et quand je parle de ce projet-là, c'est un projet agricole typique. Si nous incluons l'élevage avec les interactions qu'il y a entre l'élevage et l'agriculture, on a une rentabilité qui est encore énorme. Parce que dans ce cadre-là, on va avoir de l'engrais biologique qui viendra de l'élevage. On va avoir les produits de l'agriculture qui vont permettre de nourrir les bêtes. Et toutes ces synergies-là font qu'on va se retrouver dans une économie circulaire à l'intérieur de la ferme. Et les revenus maintenant seront doublés, voire même triplés. Parce que déjà, au niveau de l'agriculture, ça sécurise aussi les rentrées d'argent. Mais là, on veut s'intéresser maintenant, effectivement, on a parlé des créations d'emplois, c'est-à-dire que
à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit au niveau du labo, que ce soit au niveau de la vente, c'est pas quoi. Tout ça fait partie des emplois qui sont créés. Alors, le secteur agricole, la terre, comme on dit souvent, la terre ne trompe pas. Alors, je voudrais, est-ce que les communes ont donc suffisamment les moyens pour y arriver? Parce que on parle quand même des terres qu'il faudra sécuriser. Il faut aller déjà dans le foncier. On parle là maintenant des terres qu'il faudra aménager, et ça demande des engins qui doivent travailler et bien d'autres choses. On parle maintenant là de la répartition des hectares de terrain qu'il faudra redistribuer aux jeunes, tout en leur donnant aussi de quoi mettre sur terre. Est-ce que là, ce n'est pas trop demandé? Des communes, des villes, peut-être, mais les communes retirées. Par exemple, la commune de Guelboudoukak, qui n'a même pas prélevé d'ailleurs ses fonds propres. Comment une telle commune peut faire pour entrer dans un projet de ce type et pouvoir lever la tête? Oui, il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt et d'entrée de jeu, ça reste un problème d'organisation. Voyez-vous, une fois qu'on a structuré le projet, après il faut lever les fonds. Les communes ont déjà une banque, c'est-à-dire le FECOM, qui les assiste dans des projets. Donc ils peuvent déjà lever une partie de fonds au niveau du FECOM et lever les autres fonds en termes de subventions au niveau de l'État, au niveau des banques et au niveau des privés. Tant que le projet est rentable, il attire des investisseurs. Alors, ça veut dire que c'est un problème de vision. Vous avez donc des exécutifs municipaux qui n'ont pas de vision dans le domaine de l'agriculture, qui ne savent pas ficeler un projet, le maturer et aller chercher des fonds. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire que notre tendon d'Achille, c'est la préparation des projets. C'est-à-dire que les projets ne sont pas préparés selon les règles de l'art. Mais pourtant, il prépare des projets ailleurs. Il est battu et ces projets aboutissent. Ne les prenez pas comme des gens qui ne savent pas préparer un projet. Ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est qu'un projet. Ils savent comment le préparer. Ils ont des experts pour le faire. Mais le problème maintenant, c'est qu'ils ne sont pas intéressés dans ce domaine. Et il faut donc les intéresser. Ce n'est pas une affaire qu'ils ne connaissent pas, qui ne savent pas maturer les projets. Ou bien qu'ils ne savent pas que... ils ne savent pas où aller frapper pour avoir de l'argent. Pourquoi ne sont-ils pas intéressés? Ils doivent maintenant être intéressés pour maintenant s'y mettre. Et c'est pour ça que vous êtes là. Comment intéresser ces gens à regarder vers l'agriculture maintenant, non seulement qui va faire en sorte qu'ils puissent créer et des emplois, réduire le chômage dans les localités, permettre à ce que les jeunes mènent une vie, on va dire, même si elle n'est pas assez décente, mais qu'elle soit une vie normale. C'est de ça qu'il s'agit là maintenant. Je ne sais pas quels sont les projets que... Je prends le maire de Déa par exemple. Je prends la mairie de DA2. Oui. On a le personnel de DA2 a... Dans le maire est décédé il y a quelques jours. Dans le maire est décédé. Les employés ont, je crois, 5-6 mois d'arriéré de salaire. Non, 18 mois d'arriéré de salaire. D'arriéré de salaire. Oui. Ça veut dire que la mairie n'a pas d'argent. Et si vous dites au maire que voilà un projet qui va vous rapporter 500 millions... Il va donc prendre cet argent au bailleur pour faire ce projet, c'est ça le problème. Puisque vous avez dit que le projet, il faut 420 millions. Mais si on a pu construire la grande mairie de DA2, on a pris l'argent où? Ça veut dire que les maires ont la possibilité de lever de l'argent. Pour ça, il suffit que le maire puisse mettre 50 millions. Sur 50 millions, il peut lever, comme apport, il peut lever 500 millions. Pourvu que le projet soit rentable. Dès que les financiers sont convaincus de la rentabilité du projet, ils n'hésitent pas. C'est-à-dire qu'ils vont même vous faire la cour pour financer votre projet. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de volonté pour aller vers l'agriculture. C'est pour ça qu'on dit pour les intéresser. Il faut les intéresser il faut leur montrer que l'agriculture là est mieux par rapport à là ils veulent partir. C'est de ça qu'il s'agit maintenant.
Parce qu'ils s'intéressent à la construction des marchés, ils s'intéressent, je ne sais pas quoi, à d'autres choses qui donnent à l'instant là, les jetons. Parce qu'ils veulent être en contact avec l'argent au même moment. Et quand ils regardent l'agriculture, ils disent non, l'affaire là, je vais mettre trop d'argent, il faut attendre beaucoup de temps. Oui, vous savez... Comment leur dire qu'en si peu de temps, on peut faire de bonnes choses avec l'agriculture? C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, notre culture par rapport à l'agriculture n'est pas productive. Parce que jusqu'alors, on a toujours fait l'agriculture pour faire l'agriculture, une agriculture de subsistance. On n'a pas souvent réfléchi à l'agriculture de production. Ça fait que pour faire ce pas-là, on a toujours l'impression que l'agriculture, c'est un domaine à risque. L'agriculture, ça ne rapporte pas. Une fois qu'on voit le schéma des pertes agricoles, on voit le schéma des aliments qui ne se vendent pas. Je prends le cas des tomates. Qui pourrissent là sur place. Voilà, comme les tomates et bien d'autres. Voilà. Immédiatement, on est bloqué. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en tout, on a besoin de professionnels. On a besoin de l'organisation. Comme je disais tantôt, avant de produire, il faut vendre. C'est-à-dire, il faut déjà avoir le besoin du marché avant de produire. Et tout ça, c'est toute une organisation qu'on met en place. Et on doit avoir une vue globale du projet, pas une vue parcellaire. Parce que quand on a une vue globale, quels que soient les investissements que l'on fait, on a en vue les gains qu'on va avoir. Mais généralement, on n'a pas cette vue globale-là. Et de l'autre côté, bon, comme vous le disiez tantôt, les gens ont déjà des schémas d'évolution, d'investissement qui sont déjà cadrés, c'est-à-dire quand le maire arrive, la première chose, je dois construire une mairie, la deuxième chose, je dois faire un marché, etc., etc. Et on oublie le pôle de création d'emplois et... même ceux qui sont dans des zones agricoles. Cette machine économique qu'est l'agriculture. Parce que voyez-vous, si nous prenons par exemple, je prends le cas par exemple du Maroc. Le Maroc s'est structuré sur le plan de vue de l'agriculture au point où ils sont allés au-delà de la production locale à l'export. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à produire à un niveau où c'est l'exportation qui absorbe tous les produits, toute la production de Maroc. Si je reviens maintenant à côté de nous, nous avons eu la Sodencam. Je pense que vous en avez entendu parler. L'opération Yabassi Bafang. À l'époque, on recrutait des chômeurs en ville et on allait les installer. On leur donnait des hectares de terrain pour faire les plantations de café. On a fabriqué des millionnaires de ce côté-là. D'ailleurs, même en faisant mes recherches là, j'ai vu que la région du littoral est en train de s'intéresser à la réhabilitation de ce projet-là, le projet de la Sodencam. Donc ça veut dire qu'ils voient déjà en ça un élément de moteur. Est-ce que justement parce qu'il n'y a pas une véritable politique agricole, quand on parle des politiques publiques qui devraient également s'étendre dans les collectivités territoriales décentralisées, c'est peut-être ça le nœud du problème? Oui, il faut voir que l'État a investi beaucoup dans le domaine et dans plusieurs projets. Je pense par exemple au projet PA Jeunes, où on a formé des jeunes, on les a financés pour qu'ils puissent s'installer. Mais quand vous allez regarder les résultats, il n'y a rien du tout. Vous avez le PAGEU, il n'y a pas grand-chose sur le tout terrain. ça, vous avez... parce qu'une fois que le jeune est formé, quelquefois il n'a pas de terrain pour pouvoir s'exprimer. Alors que dans le modèle que nous proposons là, encadré par la mairie,
les terrains sont sécurisés par la mairie. Les terrains appartiennent à la mairie. Et la mairie les met en gérance au niveau de tous ces jeunes-là. Ça fait donc que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et même personne ne viendra se plaindre par rapport au terrain de la mairie parce que le terrain appartient à la mairie. Et c'est justement ça le problème, parce que vous avez plusieurs mairies qui n'ont même pas de titre foncier sur l'espace qu'elles occupent. C'est-à-dire qu'elles sont sur un espace comme des locataires. Il n'y a pas encore de titres fonciers. Et beaucoup se battent même déjà à titrer les espaces là où elles se trouvent. Ça aussi, c'est un problème parce que si la mairie n'a pas un patrimoine de ce type, comment elle va donc pouvoir distribuer ça à la jeunesse qui va faire maintenant des plantations? Il y a plusieurs mairies. Si vous avez 360 communes au Cameroun, vous avez moins de 200 qui peuvent vous dire que elles ont un patrimoine territorial. C'est très compliqué. Et quand dans votre schéma, on voit la sécurisation des terres, on comprend là maintenant que c'est le premier blocus pour cette collectivité territoriale décentralisée. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut développer de l'ingéniosité. Parce que dans tous les villages, on a des terres qui ne sont pas exploitées. Et nous parlons là de l'exploitation agricole. On peut négocier des contrats pour des périodes limitées. C'est-à-dire, on négocie pour 20 ans ou pour 30 ans l'exploitation d'une parcelle de terre. Et entre-temps, on met ces parcelles de terre-là en valeur et le temps qu'on a à exploiter ça, on produit de la richesse qui permet à la mairie de développer d'autres business. Très bien. Tout à l'heure, vous avez pris un exemple. Vous avez un autre exemple que vous avez préparé pour nous? Oui. Disons que nous étions en train de parler de l'opération Yabassi Bafang. Nous ne sommes pas entrés à l'intérieur parce que généralement pour faire de grandes choses, il faut toujours s'inspirer des exemples qui ont réussi. Et même des exemples qui n'ont pas réussi pour tirer des leçons de ça. Voilà un projet qui a été mis en place et on a créé pratiquement, je peux dire, une ville. On parle de quel projet? Je parle de l'opération Yabassi Bafang qui a été créée où on a mis en place une société, la Sodencam, Société de développement d'une CAM. Et le principe, c'était lequel? C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait recruté des pionniers, ils étaient logés. Et à l'époque, ils étaient nourris par le programme alimentaire mondial. Pendant la période d'implantation du projet. Et après, maintenant, le projet, au moment de la récolte, quand le projet est entré en récolte, le projet prélevait une partie des fonds qui ont été investis pour pouvoir installer d'autres pionniers. Et je dois vous dire que n'eût été la chute du café, la chute drastique du café qu'on a connue, ce côté-là, on en parlerait, puisqu'on avait plein de pionniers de ce côté-là qui étaient des multimillionnaires, qui avaient déjà des camions. Mais là, c'était l'État, hein? C'est l'État qui a mis sur pied ce projet, non? L'État a mis sur pied ce projet-là. Mais sur le principe, imaginer les moyens que l'État a dû dégager pour mettre sur pied ce projet, qui ne peut pas être les moyens d'une collectivité aussi minime qu'elle peut être. Justement, j'ai pris cet exemple de 100 hectares, un investissement de 480 millions, qui produit vraiment en moyenne 500 millions de bénéfices par an. Dès la première année. Et une fois qu'on a ça,
je ne vais pas faire les projections pour les années qui suivent. La mairie ne peut pas être pauvre. Déjà, ne serait-ce qu'avec ça. Et le facteur qui va être limitant même, ce sera un facteur de terre. Et l'avantage dans cela, c'est que non seulement les jeunes sont formés, mais on les met en incubation. Ça fait qu'on a des fermiers qui sont opérationnels, formés. Après, les uns et les autres peuvent aller s'installer, s'implanter ailleurs et développer justement cette expertise-là qu'ils ont acquis dans la ferme de la commune. Très bien. Si on considère donc que les collectivités territoriales décentralisées favorisent l'emploi, en structurant des filières, en encourageant l'entrepreneuriat rural et en formant des métiers techniques, maintenant, je vous suggère de regarder cet autre élément. Là, à partir de 20 000 francs, une dame, elle a pu se réger, se transformer et créer pratiquement une société. C'est quand même terrible. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. On revient derrière. Au début, c'était très difficile parce que maintenant, quand je lancé dans l'agriculture, j'avais pas de budget pour me lancer. Mais les 20 000 que j'ai commencé, ça m'a dit donc, j'ai commencé à faire bissap avec tout l'espace que j'ai commencé à voir vraiment, j'ai commencé à focus sur pour commercialiser. Moi, l'agriculture, je suis en fait. Parce qu'à l'âge de 7 ans, là, j'ai commencé à faire baby. Mais après, j'ai été à l'école, j'ai comme nous. Non, j'ai fait bac. L'année où j'ai fait bac, si ça, c'est de me lancer dans l'agriculture, je vais maîtriser. boo gisee dañu xëy dem si tool yi jogo mais nag en foofu la ñuy defee maraîchage bi mooy ci tool yi ci ñaay bi li nga xamante ni tey nootoon lañ koy takkee démb si ngoon la ñuy def récolte yéen a ngi gis doon gis oignon yi noonu si tool yi ñu ko doon dagg oignon yi ci saaku suba yi la jëm je pense que dans 30 minutes ñu yegg foofu la ñuy defee triage def pesage yi foofu paqueté nag doo koy départ dem Dakar pour les livraisons. Actuellement, on est à 10 hectares. Ce que je produis, je vais commercialiser. Moi, 15 variétés de légumes, je propose aux clients. Je vais les produire, parce que dañu am clientèle marché bi xawna yaatu donc dañuy jël ci suñu producteurs yi ñu wër yépp dañuy jël tamit ci seen tool pour mëna baykat yi gëna gis seen bopp ci seen bay bi. Parce que leen laay bu mu yegg woote leen ñu livrer leen saaku légumes yi ñu ngi décharger. À partir des réseaux sociaux, on a réussi à avoir beaucoup de clients. Ñu ngi ci sant bu baax et ça marche vraiment. Daaw dañu inauguré suñu supermarché légumes donc suñu deuxième phase c'est pas ñu exporter ko mais suñu deuxième phase mooy def transformation au fur et à mesure nag ñuy dem suñu liggéey soxla nañ ko ci biti tamit ñu génnee ko. Et suñu objectif c'est pas que xaalis bi ñuy gagné ñun mais le fait que d'autres jeunes filles puissent apprendre de nous dem bañ a toog xaar état bañ a toog xaar bureau sol veste cravate mais xam ni la terre est là du góor du jigéen ñëpp a war a def agriculture. Surtout les jeunes. On encourage tous les jeunes filles. De 20 000 francs, elle a pu, avec le temps, créer une structure qui fait des variétés de légumes et qui produit des oignons en grande quantité pour les livrer maintenant dans les grands espaces, les grandes surfaces. Je crois que ça, c'est des... On dit là qu'on a une vision et on l'implémente. Bien évidemment.
l'agriculture, c'est un multiplicateur de richesse. Imaginez-vous quand vous mettez un grain de maïs au sol, vous récoltez tout un épi. C'est combien de grains? Très bien, on va ouvrir nos standards maintenant. On a encore quelques minutes, on partira d'ici. On ouvre nos standards pour permettre à nos téléspectateurs de faire l'émission avec nous. Ceux qui auront peut-être des questions à poser ou des contributions à apporter par rapport à cette thématique, agriculture et emploi, que peuvent les collectivités territoriales décentralisées. Nous avons de fond en comble détaillé comment, à partir d'une commune ou bien, on peut s'arranger à faire de l'agriculture un modèle économique, créer d'emplois et rendre sa collectivité territoriale décentralisée décente, avec des emplois des jeunes qui peuvent mener une vie normale. Cela va réduire non seulement le chômage, le grand banditisme, mais bien d'autres choses. Je crois que c'est... on va ouvrir dans cette antenne, c'est au 694 45 60 38, 694 45 60 38 sur le code d'accès pour vos réactions. Alors, une réaction par rapport au reportage que vous avez suivi tout à l'heure. Oui, c'est juste pour dire que l'agriculture, on ne demande pas de démarrer gros. Le plus important, c'est l'organisation. On a pu le voir sur le reportage. Cette dame, elle avait une vision et elle a implémenté tout simplement sa vision à partir du peu qu'elle a eu à investir. Et on a vu plus tard qu'elle a créé même des emplois, parce que vous avez vu plusieurs jeunes qui travaillent déjà avec elle. Le chiffre d'affaires a grimpé. On l'a vu rouler dans son propre véhicule. Elle était bien au volant. C'est dit quand même que l'agriculture, si elle est bien saisie, peut faire de vous permettre de mener une vie très bien, comme on le dit. Mais ce que je vais relever, c'est que, comme j'ai eu à le dire, si vous faites un sondage pour tous ceux qui font l'agriculture là, personne ne pourra vous dire quelle quantité de produits il sort de son exploitation. Quels sont les rendements qu'il a. Ça fait que quand on a une exploitation comme ça, on a un business qu'on ne mesure pas, on ne peut pas savoir si on avance ou si on recule. Tout commence déjà par là. Il faut déjà qu'on soit capable d'évaluer sa production et d'évaluer ses performances. Et derrière ça, regardez maintenant quels sont les gains qu'on peut engranger, quels sont les gains qu'on engrange. Et derrière ça, on va regarder quelles sont les spéculations qui seront celles qui vont être les plus rentables. Et c'est vers elles qu'on va s'orienter. Donc, si on revient sur notre thématique, les communes, la plupart n'ont pas d'argent, n'ont pas de moyens. Pourquoi ne pas s'appuyer sur l'agriculture et l'élevage pour se lancer? Il faut déjà qu'elles-mêmes, elles essaient de créer une structure au sein Très bien, on va donc récapituler notre thématique. Agriculture et emploi, que peuvent les collectivités territoriales décentralisées? C'est la question maintenant qu'on pose. Oui, que peuvent-elles? Les CTD doivent s'organiser. C'est-à-dire qu'elles peuvent s'organiser. Et comment? Déjà créer en elles une structure de pilotage des projets agricoles. Et une fois qu'on a ces structures-là, ces structures-là vont ressortir les projets qui sont viables par rapport au développement de cette commune. Si les ressources ne sont pas disponibles en interne... Sur quoi devrait tabler la structure? On crée une structure, mais on lui donne quelle charge? On donne quelle charge à la structure? Elle travaille sur quoi? C'est ça qu'il s'agit. Quand vous dites créer une structure, on va vous demander que oui, la structure a fait quoi? Elle travaille sur quoi? C'est pour ça que j'étais en train de dire que là, par exemple, nous proposons un modèle aux communes. Oui. Si un maire me contacte, il me dit, voilà,
je voudrais mettre en place une structure agricole au sein de ma commune. Je vais déployer tous les outils pour lui présenter un projet. Et ce projet-là, pour implémenter ce projet-là, justement, il aura besoin d'une structure sur place pour pouvoir l'implémenter. Et là, nous, on pourra accompagner la mairie et la structure dans la mise en place de l'ensemble du projet. C'est que vous n'êtes pas en train de comprendre. Vous êtes resté dans le système du marketing. Je suis en train de vous demander que, lorsque vous demandez qu'on mette sur pied une structure, la structure travaille à quoi? La structure, concrètement, cette structure-là, elle travaille à quoi? Va travailler sur quoi? Elle travaille déjà à la formation du personnel qui va travailler dans l'exploitation, du suivi technique de l'exploitation et de la commercialisation. Ça, c'est les attributs concrets de la structure. Parce qu'il y a un besoin de formation, il y a un besoin de suivi, donc d'encadrement technique permanent. Faut qu'on ait, et puis de l'autre côté, le marché. Alors, ça veut dire donc qu'il faudra partir derrière du recrutement des jeunes, de leur formation, d'un encadrement technique qu'il faut leur apporter. Maintenant, arriver donc sur le terrain, chercher les produits qui sont rentables sur le marché, parce qu'on ne va pas aussi faire une plantation parce qu'il faut faire une plantation. Oui, évidemment, tout ça, ça fait partie du projet. Quand on dit qu'on monte un projet ou on étudie un projet, on passe en revue tous ces points-là. C'est-à-dire que ça commence déjà par savoir qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les produits qui sont demandés sur le marché. Et une fois qu'on a ça, on déroule... Très bien. Je crois qu'on a déjà épuisé tout ce qu'on devait épuiser sur cette thématique. On va malheureusement sortir. Oui, allez-y. Sortez sur le dernier point parce que nous sommes en train de sortir de cette émission. Nous avons déjà épuisé la thématique. Oui, en fait, ce que je voulais dire en résumé, oui, c'est que l'agriculture, c'est un moteur économique au niveau de la commune, au niveau de la région. Il faudrait que les maires, les responsables des régions investissent dans l'agriculture et dans le développement des métiers de l'agriculture pour que justement on exploite au maximum ce levier économique. Et pour cela, il faut mettre en place une organisation structurée. Et cette organisation, les mairies ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir le faire. Voilà ce que je peux dire pour sortir de là. Très bien. Merci donc, monsieur Marcel Dieudonné Likoum Baïgomok, ingénieur de maintenance en agroalimentaire industriel et accompagnateur des promoteurs industriels. C'était le deuxième acte de la thématique que nous avons commencé la semaine dernière, agriculture et emploi, que peuvent donc les collectivités territoriales décentralisées. Nous avons le sentiment d'avoir épuisé totalement cette thématique maintenant. Désormais, nos chers maires ont de la matière à outiller pour mettre en place des véritables projets agricoles pour leur permettre non seulement de créer davantage d'emplois dans leur localité, mais de créer également l'économie qui devrait faire vivre forcément leur localité. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis ce soir. La rediffusion de ce programme, forcément, c'est vendredi à 22h. Nous nous retrouverons mercredi prochain pour une autre thématique. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Rodriguez était bel et bien là pour la réalisation de ce programme, autour de qui se trouvait une importante équipe. Excellente soirée à tous et à très bientôt.